Pour commencer, je m'appelle moi Brigitte Lecordier, je suis comédienne. On me connaît pour mes voix, notamment les voix de Dragon Ball, Oui Oui, Bonne nuit les petits aujourd'hui, Petite mort, Pipoudou pour les plus grands, Ranking of King, et puis les directions du Tombeau des Lucioles, de Fréren, voilà, du Tombeau des Lucioles à Fréren. Voilà, et puis voilà, puis je suis contente d'être là, et puis c'est les 25 ans, et ça doit faire 25 ans que je viens là, pour mon plus grand plaisir. Vous étiez là dès le début? J'étais là, je pense, la 2e année. Ah oui. Ils ont raté la première. Non, mais la première, je crois qu'ils l'ont fait au CNIT, et j'étais pas là, mais après, effectivement. Et il m'est arrivé quand même des années de ne pas venir. Mais en général, chaque fois que j'ai une actualité, en fait, Japan Expo met mon actualité en avant, et c'est chouette, comme là pour ma bande dessinée. Je sais pas si vous avez vu, la réalité est énorme. Je l'ai lu. Tu l'as lu? Ah, super. Pas tout en entier, j'avoue, je plaide coupable. Mais j'essaie de lire le plus aussi, c'est très très cool. Ah bah merci. J'ai des questions en rapport avec ça. Ah bah génial. Et vous étiez pas à la lecture hier matin? Non, aucun. Trop occupé sur le stand. Ouais, toi tu y étais. Très bien. Ah merci. Ouais, on a fait une lecture avec 4 comédiens, un musicien, PB Nova, et puis Arcadie Picardi, qui est mon dessinateur, qui dessinait. Et puis il y avait Bruno Meyer qui fait Levi, la voix de Levi, entre autres, hein, et de Whis dans Dragon Ball. Et puis Pascal Chemin qui fait la voix de Kiroa, puis plein d'autres aussi, beaucoup de jeux vidéo. Louis Lecordier qui était la voix de Bambi et qui fait beaucoup de choses en ce moment avec moi, qui est sur Doraemon, justement, il fait Suneo, et dans Blue Box, voilà, et puis moi. Voilà, super équipe, et on s'est fait une belle lecture, et je suis contente que ça ait marqué les gens, quoi. Oui, allez-y, hein. Soyez visibles. Je suis sur la BD, mais si vous faites autre chose. Je vais continuer sur la BD, du coup. Oui, vas-y. Du coup, concernant justement la bande dessinée, c'est vraiment, vous êtes partie de votre enfance, voire petite enfance. Oui. Pourquoi ce choix? Et est-ce qu'il y aura des suites pour plus tard? Le début de ma bande dessinée, en fait, c'est une promesse que j'avais faite à ma maîtresse de CM2. Et qui m'avait fait promettre d'écrire cette histoire parce qu'elle pensait que j'avais grandi dans un milieu un peu particulier, que dans ce milieu, peu de gens peuvent s'exprimer parce que quand on se retrouve à l'usine, on n'a pas le temps d'écrire un livre. Et quand on a le temps, on est mort en général. Donc voilà. Donc elle me disait, je suis sûre que toi tu feras quelque chose d'autre, et j'aimerais bien que tu l'écrives. Et dès que j'ai pu, en fait, j'ai écrit cette histoire en me disant il faut que j'écrive vite, parce qu'après, déjà on oublie les souvenirs, et puis on ne voit plus les choses exactement de la même façon. C'est-à-dire que les moments où j'en voulais parce que t'es ado, t'en veux à tes parents, etc. Et bien, en grandissant, tu fais ouais, mais quand même, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et tu pardonnes des choses, tu expliques des choses. Et je voulais pas que ces choses soient encore expliquées au moment où j'ai écrit ce roman. En fait, j'ai écrit comme un roman. J'ai écrit comme un roman un peu à la manière de Pérec. C'est-à-dire en petite histoire, c'est l'histoire de la petite Bibi, c'est-à-dire moi petite, qui voit un peu le monde et qui s'interroge un peu sur les gens, sur les choses, sur ce qu'elle voit, et qui donne des espèces de définitions, mais qui ne sont pas tout à fait justes, pas tout à fait claires, mais avec une certaine clairvoyance quand même, la clairvoyance de l'enfance. Voilà, et puis voilà. Et puis le temps est passé, et puis je suis devenue Brigitte Lecordier, et puis... une édition est venue me voir en me disant ça serait chouette de faire une BD sur toi, mais les éditions elles pensent sur toi aujourd'hui. Et je dis ouais, mais moi j'ai fait un écrit sur moi il y a longtemps, est-ce que ça vous intéresse?
Et puis chez Dupuis, ils ont lu mon roman. On dit ah mais on va l'adapter en bande dessinée, mais quelle bonne idée, voilà. Donc on est parti de la petite Bibi. C'est ma toute petite enfance, ma naissance jusqu'à mes 8 ans à peu près. Et effectivement, j'aimerais bien après raconter de mes 8 ans toute mon adolescence jusqu'à Bibi jeune fille. Et puis après, peut-être un troisième ou un deuxième gros, énorme, avec Brigitte aujourd'hui, voilà. Ça serait chouette, mais après, je sais pas. Hein. Ça, c'est mon éditeur qui me dira est-ce que ça s'est bien vendu? Est-ce que c'est intéressant? Justement, j'allais m'employer justement sur. Moi, pour avoir lu, ce qui m'a fasciné, c'est la différence de ton et le décalage entre les dessins et le ton assez dur, justement. Ouais. Et pourquoi avoir choisi un dessin qui contraste tant avec le ton du récit? Ça, je trouvais que c'était hyper important. Parce qu'en fait, tout ce récit, il est raconté par la petite Bibi que j'étais. Et en regard d'enfant, l'enfant, il pense avoir vu ça. Et il est certain d'avoir vu ça. Je suis certaine d'avoir rencontré le général de Gaulle. Mais en fait, est-ce que c'était vraiment le général de Gaulle? Il n'y a personne autour de moi qui a pu me dire si c'était vraiment lui. Mais elle est persuadée. Et donc, c'est le général de Gaulle. Et donc, je voulais que l'image soit de cette façon aussi. C'est qu'elle ne montre pas la réalité. J'ai demandé à Arcadie de partir d'images que je lui ai données de mon enfance, mais de pas faire des vrais portraits de mes frères et sœurs, de ma maman, etc. Alors des fois il allait trop loin, je dis non quand même là c'est pas possible, mais je l'ai laissé aussi s'exprimer et puis avoir sa vision aussi de cette histoire, lui voilà, et du coup ça décale encore le propos de Bibi. Et ce qui est chouette je trouve avec cette vision de l'enfance, que ce soit toujours un petit peu décalé. Tu dis, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter là? C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Et c'est un peu du mentir vrai. Et voilà. Et je trouve que ça va bien ensemble, quoi. Je suis hyper contente de ce dessinateur. Arcadie, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur ma chaîne YouTube. J'avais besoin un jour d'un petit dessin pour faire une miniature. Et je trouvais pas mon... j'arrivais pas à trouver le dessinateur de mes rêves. Et puis il y a des copains qui travaillaient avec lui, notamment en Belgique, et qui m'ont dit je vais lui demander. Et puis il m'a fait cette miniature et j'ai trouvé ça super génial. Et quand on a cherché des dessinateurs pour ma BD, on a essayé plusieurs personnes et c'était trop réaliste. Et que tu sais, cette histoire montrée de façon hyper réaliste, elle prend trop d'importance et il n'y a plus cette insouciance de l'enfance. Elle disparaît. Alors que là, avec son trait à lui et cette espèce de mise en distance, que le mec qu'on appelle baleine, il devienne une baleine. Que Madame la montagne qui vient nous laver, qu'on essaye de fuir, elle soit une immense montagne. Que les assistantes sociales que je n'aime pas soient des harpies, et ça, je trouve ça génial. Il est rentré dans ma tête, en fait. Honnêtement, justement, je trouve que c'est très intelligent en binôme, justement, cette approche-là, parce qu'il y a un parti pris que vous avez justement avec votre vécu, et l'artiste, en fait, c'est son interprétation, et il se détache justement de ça. Et peut-être il y a des moments que vous pouvez avoir beaucoup de respect, accorder beaucoup d'importance, et que c'est totalement neutre pour le dessinateur et que ça garde l'insouciance comme vous le dites. Mm-hmm. Et je pense aussi même l'honnêteté qu'a un enfant, en fait. C'est ça. C'est sa vérité. Ouais. Et il n'y a personne qui peut lui dire que c'est pas vrai. Exactement. Voilà. Et ça c'est important aussi. Ouais. Et oui, Arcadie, il a apporté beaucoup de choses à ce récit, effectivement. Et même, c'était rigolo parce que quand on a fait la lecture la première fois, il dit, en fait, j'ai redécouvert ce qu'on a écrit ensemble. Parce que du coup, ça prenait encore une autre allure. Et c'est rigolo.
pour rester sur la BD, je voudrais savoir pourquoi avoir fait ce choix de prendre ce format-là pour raconter l'histoire. Le format de la BD? Oui. En fait, c'est parce qu'on me l'a proposé. J'ai pas eu de choix. En fait, toi, je l'ai écrite effectivement comme c'est un roman au départ. Et puis, en fait, j'avais fait lire, tu sais, j'avais été comment on appelle ça, un festival, non, le Salon du Livre. Au Salon du Livre, c'était Porte de Versailles. Et puis, c'était numéro 2642. Tu sais, c'est là où, tu sais, les premiers auteurs peuvent déposer leurs essais. Et du coup, un jour, je suis allée, puis j'ai dit, bah tiens, je vais le déposer comme premier auteur, puisque c'était mon premier bouquin. Et puis là, bah, j'ai eu quand même des super retours. Toi, il y a Gallimard qui m'a convoqué pour en parler. Il y a Belfond qui m'avait dit, c'est entre Céline et Cavana. J'étais flattée, je trouvais ça plutôt pas mal. Enfin, toi, et puis il y avait des gens qui avaient envie de le relire ou de le revoir écrit autrement, etc. Et puis, en fait, ma carrière de comédienne a commencé à ce moment-là où, en fait, j'ai pas arrêté depuis 40 ans, quoi. Et c'était difficile de gérer les deux. Et puis de gérer ma famille et de gérer le quotidien, tout ça. Donc j'ai mis ça un peu de côté en me disant, je m'en occuperai un jour plus tard. Puis je l'ai oublié. C'est fou. Puis comme ça avait été écrit, tu sais, t'es comme débarrassé quand t'as fait un écrit. Et puis quand Dupuis est venu me proposer de faire cette bande dessinée, j'ai dit, en fait, il y a un texte que j'ai déjà écrit. Est-ce qu'il est intéressant? Et là, effectivement, c'était Stéphane, je me souviens plus de son nom, Ferrand. C'est Stéphane Ferrand qui a lu ce récit et qui m'a dit, mais c'est un récit pour en faire une bande dessinée, et on va faire une bande dessinée chez Dupuis avec ce récit. C'est chouette. Donc il a fallu choisir, hein, parce qu'il y a plein de petites histoires qui n'ont pas été mises en image, parce que le livre ne pouvait pas faire 500 pages, quoi. Il en fait déjà 152, c'est déjà pas mal pour une BD. Mais donc on a fait un choix, on a fait des choix, puis on a pris en fil rouge l'histoire du périphérique et de sa construction. Et c'était important aussi de montrer, toi, ce Paris qui se transforme, où moi je grandis et je me transforme, on grandit ensemble, et puis à la fin du livre, le périphérique est là, et il y a une nouvelle ère qui commence, quoi. Quelqu'un d'autre qui a une question? Moi, ce ne sera pas sur la BD, du coup. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans le processus de création de la BD? Les difficultés des processus de la BD, c'est impossible, c'est incroyable. Moi, je pensais jamais arriver au bout. C'est un art, mais qui prend la tête, qui est difficile, parce que moi, je raconte une histoire. Et puis, je la raconte à vous tous. Et puis, je la raconte à Arkady, qui doit, lui, le mettre en image. Et puis, je sais pas, moi, je lis le truc, je fais, ah, mais non, mais tu peux pas dire ça. Alors, il fait dire un truc à mon frère, en plus, parce que ça l'arrange dans son dessin. Je fais, mais non, tu peux pas dire ça. Puis, du coup, Arkady fait, ouais, mais il me manque un truc là, ah ouais, mais comment je vais faire et tout ça. Et du coup, il y a des conflits qui commencent, mais sans jamais se tuer, hein, non plus. Mais et tu te dis, mais comment je vais régler ça? Et puis il y a des moments où le dessinateur il va sécher sur une histoire, où il y a des moments où toi tu demandes d'aller trop loin. Par exemple, l'histoire de Marco, c'est une histoire un peu particulière à mettre en image. Et Arkady, il ne se sentait pas du tout de mettre son image. Non, jamais de la vie, je mettrais une histoire pareille en image. Puis là, c'est ça qui est bien, c'est chez un bon éditeur. On a eu vraiment de bons éditeurs. Vraiment, je souhaite à tout le monde de faire une BD chez Dupuis, parce que vraiment, c'était vraiment génial. On a été bien guidés. Et là, l'éditeur lui dit, mais alors, du coup, tu peux dessiner une femme battue, mais tu peux pas dessiner un type malsain qui va avoir des gamins.
C'est bizarre, non? Il fait, mais t'as raison. Et là, il s'est repris en disant, il faut que je trouve une solution. Il a trouvé la solution et sa solution, je la dévoile pas, mais elle est magnifique. Ouais, Et c'est génial parce qu'on en parle, on ne le voit pas. C'est formidable. Mais c'est difficile, ouais. C'est difficile parce que tu racontes ton histoire à quelqu'un d'autre, le quelqu'un d'autre doit raconter ton histoire comme toi tu la vois dans ta tête, mais ça pourra jamais être. Donc tu es obligé de lâcher des choses, d'accepter des choses. Et j'ai eu la chance d'avoir un fils à côté de moi qui vient de faire une thèse et qui me disait, tu sais, il y a des moments, il faut savoir finir quelque chose. Il faut lâcher des choses. Et, tu vois, et du coup, il m'apprenait à lâcher au fur et à mesure. Je disais, mais non, non. Respire, vas-y, c'est bon, c'est bien. Ça ne dit pas le contraire de ce que tu veux raconter. C'est pas grave. Et puis voilà. Et puis on avance comme ça et je trouve que c'est bien. Mais c'est pas sans difficulté, hein, en effet. C'est une question dernière avant qu'on suive sur les thématiques. Parce que le dessin, on se sait, on a l'expérience, vous et moi, du coup. Pour moi, il y a quelque chose de très important parce que les gens savent qui vous êtes. Oui, c'est ça. Et donc, derrière ce projet, quels seraient les apprentissages que vous souhaitez transmettre en partageant avec nous votre enfance? Ah oui, d'abord c'était extrêmement incroyable pour moi, après tant d'années, toi, de parler de moi, parce que en fait, pendant des années, je vous ai parlé de plein de personnages, de plein de gens, de plein de situations qui n'étaient pas les miennes et que j'ai fait vivre, tu vois. Et là, pour la première fois de ma vie, en fait, je parle réellement de moi et de mes émotions, de mes propres émotions, qu'on est en train de transcrire en images et que je suis en train de vous apporter sur un plateau en disant, regardez, c'est ça que j'ai vécu, toi. C'est un peu bizarre, c'est bizarre à vivre en tout cas. Et du coup, j'ai oublié ta question. Mais... Du coup, quels seraient les apprentissages? Oui, et du coup, oui, ce qui est important pour moi à transmettre dans ce bouquin, c'est de parler de toute une période des années 60 déjà, qu'on ne connaît pas très bien, de parler d'un milieu qui est le milieu ouvrier, le milieu où il y a, et puis tous les gens autour de moi dans mon HLM, toi, de parler d'un HLM, rien que dessiner un HLM, j'ai dû essayer une dizaine de dessinateurs qui n'arrivaient pas à dessiner un HLM, qui me dessinaient un HLM avec du papier peint au mur, des petites fleurs. Ouais. Je suis désolée, mais moi, quand je suis rentrée chez mes parents, les boîtes aux lettres étaient pétées, il y avait du carrelage qui avait sauté sur les murs, les escaliers étaient crado, il y en avait des gens qui avaient pissé dans le coin. C'est ça un HLM. Et ça, pour moi, c'était crucial d'avoir cette image-là, ce truc pourri, crado, mais en même temps, avec le respect des gens qui habitent dedans, quoi, tu vois. Et je crois qu'on y est arrivé. Et je pense que pour moi, c'est important de parler de ça, de raconter effectivement comment on vit quand on est en HLM, montrer la solidarité qu'il y a aussi parmi ces gens, parce que j'ai l'impression que plus on est pauvre et plus on est solidaire, et plus on va s'entraider les uns les autres. Alors, chacun avec ses difficultés, chacun avec son caractère, mais l'air de rien, les gens se retrouvent et arrivent à faire des choses ensemble. J'avais même ajouté la pluralité des profils, mais vraiment de tout milieu. C'est ça, avec des gens cassés dans tous les sens. C'est un microcosme concentré, vraiment le HLM, ça représente des... Le HLM, ouais, c'est ça, c'est un village en fait. C'est une communauté. C'est une communauté. Et c'était une époque aussi où on ne mettait pas que des gens qui se ressemblaient dans la même baraque. Aujourd'hui, dans les HLM, on regroupe un peu les gens par religion, par ethnie, par machin, toi. Alors que moi, dans les années 60, quand j'ai vécu en HLM, il y avait tout le monde. Et c'était marrant parce qu'on avait un savoir-vivre ensemble qui était génial. Toi, par exemple, nous, mes parents, moi, n'étaient pas religieux, mais toutes les fêtes religieuses de toutes les communautés, on les faisait tous ensemble. Tous. Il y avait personne qui n'était pas là, quoi. Et du coup, je peux dire qu'il y en avait des fêtes. C'est pratique, finalement. Non, mais toi, c'est ça aussi, c'est ce vivre ensemble qu'on a un peu perdu aujourd'hui. Et
Et puis voilà, et puis ouais, parler, faire un témoignage d'une période. Et puis ce périphérique, toi quand j'ai dit à mon fils, tu sais, il n'y avait pas le périphérique avant, il s'est dit, ah mais oui c'est vrai, avant il n'y avait pas le périphérique, toi. Et donc les gens me font, mais oui, j'ai jamais imaginé que le périphérique n'existait pas. Et puis, il y a un truc qui est bien aussi, c'est cette histoire de la zone. Et si jamais un jour on développait, toi, cette bande dessinée en animation, en film d'animation, parce que finalement Bibi pourrait être un personnage d'animation, j'aimerais bien développer cette histoire de la zone, parce qu'en fait personne connaît ces fortifications, cette partie de Paris qui a été complètement délaissée pendant des années, qui était un immense terrain vague. Et puis après, il y a les gens très extrêmement pauvres qui ont pu vivre là dans des baraquements. Puis ces baraquements, ils gênaient. Alors on a mis des tours à la place et on a poussé les baraquements à Nanterre, la Courneuve, etc. Ces mêmes gens-là, ils ont été déportés en fait, hein. Mais ils existaient, ils étaient encore là. C'était le vide qui était créé justement pendant la sortie de guerre. C'est ça. Pas encore les années 80 avec ouais, c'est ça. On a nettoyé. Karcher, comme dirait certains. Et si c'était adapté en film d'animation, qui c'est qui doublerait justement? Oh, je pense que je l'ai sous la main. Ça serait bien, mais après, pourquoi pas quelqu'un d'autre, mais ça serait. Ça, c'est le choix des diffuseurs en général. Mais ça serait marrant, ouais. La boucle serait bouclée, là, pour le coup. Voilà. Ça m'a comblé. C'est ça qui est chouette, c'est que ça nous parle à tous. C'est marrant parce que c'est une histoire d'un temps, d'un enfant, etc. Mais en fait, ça parle à tous les enfants et c'est ça qui est chouette. T'avais d'autres questions? Ouais, bah, du coup, moi je voulais parler de choses qui fâchent un peu. Ah. Parler de Gia. Oh. Si ça fait, du coup, vous avez dit 40 ans que vous êtes dans un peu le métier artistique et tout à fait. Et comment vous avez vu l'arrivée de Gia comme ça d'un coup J'ai vu très mal. Bon, écoute, on a créé avec mes camarades un collectif qui s'appelle Touche pas ma VF. Et d'ailleurs, attends, j'ai un truc. Si vous faites des images. Ça manquait ça. Ah oui, ça manquait. Hein. Bien, on m'a mis mon nom dessus. J'ai des fans formidables. Oui, on a créé un collectif de comédiens qui s'appelle Touche pas ma VF pour essayer de s'unir et de lutter contre l'arrivée de l'IA générative qui nous a volé toutes nos voix. Hein. L'IA générative a déjà, je pense, gloupé la majorité de tout ce qu'on a fait depuis toutes ces années et peut s'en resservir comme elle veut. Ce qu'on ne sait pas, c'est où sont nos données personnelles, où elles ont été stockées, où sont les datas, si elles sont en France, aux États-Unis, en Russie et tout ça. Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Comment on peut les employer? Et nous, ce qu'on demande, effectivement, c'est qu'il y ait une traçabilité de tout ce qu'on a fait, savoir où est notre travail, où il a été stocké, et deux, savoir aussi, quand on a utilisé nos voix, de le savoir, parce que nous, pour l'instant, on dit non, on ne veut pas que nos voix soient utilisées pour générer de l'IA et pour être utilisées. Et en ce moment, notre combat est difficile parce que sur les contrats de jeux vidéo notamment, on demande aux comédiens de signer des clauses comme quoi leur voix pourrait entraîner l'IA. On ne leur dit pas comme quoi elle va, mais comme quoi elle pourrait le faire. Et chaque fois qu'un comédien dit non, il est exclu du jeu vidéo. Voilà. Et nous, ce qu'on demande à notre gouvernement, on a été reçus depuis l'arrivée de Catherine Pégard. Il s'est passé des choses, on a été reçus, aussi bien Touche pas ma VF que notre syndicat, que l'association Les Voix, qui s'occupe depuis le début de notre combat contre l'IA générative. Et on a été reçus et ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un décret, qu'il y ait une loi
qui empêchent d'utiliser les voix, nos voix, et qui fassent que le doublage soit un doublage uniquement humain, uniquement fait en studio en France avec des comédiens, quoi. Voilà. Là, il y a une proposition de loi qui a été lancée pour taxer plus les systèmes d'IA. Oui. Du coup, c'est pas vraiment ce que vous attendez. Pas du tout, voilà. pas du tout, parce que nous, on veut pas, à chaque fois ici c'est ça, on veut pas être des rentiers de la voix, on veut pas qu'on utilise ma voix à foison comme on veut, et puis me donner de l'argent. Moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire mon métier, c'est de vous raconter des histoires, vous faire vibrer, continuer de vous faire grandir, et de faire grandir vos enfants, et puis de savoir... De passer mon métier aux jeunes comédiens. Toi, hier, j'étais entourée de plein de jeunes comédiens qui sont venus travailler avec moi sur Freerun, sur Blue Box et tout ça. Mais quel bonheur que de leur apprendre mon métier et de dire, demain, c'est vous qui serez à ma place là, à Japan Expo, et vous parlerez de tout ce que vous avez fait. Voilà. Et s'il y a des robots, qu'est-ce que je vais apprendre aux robots? Et comment les robots vont apprendre et toucher les enfants que vous avez été, autant que nous, on vous a touchés. C'est quand même étrange. Et puis toi, ce matin, j'avais un médecin dans mes signatures qui me disait, mais au niveau cognitif, pour l'enfant, les enfants, j'ai eu aussi des gens qui sont dyslexiques ou des gens qui sont aveugles ou malvoyants. Les aveugles, ils me disent, mais nous, on voit plus rien du tout. Il n'y a plus rien qui existe. T'imagines une voix de robot qui leur raconte une histoire? Il ne se passe rien. C'est impossible de la reconstituer, l'histoire. Et tout est comme ça. Et les enfants de demain pourraient grandir avec des dessins animés générés par l'IA. Ce serait dingue. Et une autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà des programmes, notamment des livres audio qui sont faits avec de l'IA. Et on ne prévient absolument pas les gens. Et on demande ça aussi, dire si vous utilisez l'IA, il faut le dire, il faut demander, et il faut savoir quelle IA vous avez utilisé, de qui vient l'IA. Là, forcément, elle a été volée à quelqu'un. Qui a donné son autorisation pour faire ça? Et avoir une traçabilité. Ça, c'est hyper important. Parce que là, par exemple, sur Spotify, j'ai écouté un livre audio, c'était marqué lu par. Ouais. C'était un nom comme une personne, et j'ai lancé le Sidonie Graf-Smooth. Non, c'est Maëlle. C'est Guillaume quelque chose. Ah ben c'est Guillaume. Pour des compositions, il y a des compositions. Tu te rends compte? Il y a des disques entiers. J'étais contente, je me suis dit, Ouais, je vais pouvoir écouter, c'était Roméo et Juliette en plus. Oh. Un truc quand même connu. Bah, Et j'ai lancé et c'était plat Inécoutable. et c'était affreux. Il y avait des fautes de C'était marqué nulle part que c'était. Roméo. C'est horrible. Non mais toi c'est terrible, et puis c'est prendre aussi les consommateurs pour des C'est ça, imbéciles. parce que du coup j'ai utilisé mon temps d'écoute pour un truc où c'est marqué nulle part. Quoi. Ça devrait être obligatoire. Ouais. Ça devrait être obligatoire. Qu'on donne le choix aux gens. Vous voulez de l'humain ou vous voulez des robots? Pire que ça, parfois pour être joueur de jeux vidéo, vous parlez justement des contrats qui utilisent l'IA là-dessus, Microsoft. Dès que toutes les voix des autres pays ont des clauses IA, la France a refusé les clauses IA, mais tout le monde dit non. Terminé. Ouais. Bizarrement, Microsoft ban. Ouais, c'est ça. Toutes les dernières sorties, moi je joue à Forza Horizon, j'adore les jeux de voiture, là, il n'y a pas la conduite. Elle parle pas la voiture. La voiture parle pas, la radio autour, les commentaires. Mais oui, bien sûr. C'est tout ce qu'il fait. Et d'ailleurs, c'était Pascal Chemin. Oui, en plus, c'était Pascal Chemin qui a fait de la lecture avec moi hier. Et on n'a plus rien, et on se retrouve des doublages anglais. Ouais, c'est horrible. On sort totalement. Allez lire les sous-titres pendant que vous roulez à 250 km/h sur une petite route. Ouais, puis toi, quand tu joues, t'as pas envie de lire forcément. Et en fait, le consommateur est en otage parce que nous, on se fait priver de VF et on ne devrait pas en arriver. Ouais. C'est un problème. Et en fait, nous, notre propos aussi, c'est de dire aux gens, soyez aussi responsables, et quand vous savez que un produit a été généré par l'IA, ne l'achetez pas, boycottez-le. Et si vous savez que des comédiens ont été remplacés ou ont été interdits de jeux comme Pascal là,
Puis moi, sur Fable, hein, parce que j'ai fait Fable 3, si ça se trouve, on m'aurait réappelé pour faire la suite. Ils savent très bien qu'il ne faut pas m'appeler pour ce genre de choses hein, quand il y a de l'IA dans l'histoire. Donc, voilà, de dire on boycotte, on l'achète pas, et tant pis, c'est un peu frustrant hein, pour chacun d'entre nous, mais dire. Ce qu'il faut, c'est que c'est pour protéger le public, mais que c'est le public qui finalement est victime de ne pas Ouais, c'est ça. Voilà, On est obligé de nous-mêmes nous restreindre des univers qu'on adore, C'est qu'on a ça. envie de découvrir. Mais on a un pouvoir terrible, nous, acheteurs. C'est de dire, je l'achète pas. Et il y a un moment, ils vont finir par craquer. Parce que, tu vois, en ce moment, on parle de comment il s'appelle ce jeu vidéo où il y a eu une Halo. Non. Crimson Desert. Crimson Desert. Le coréen plus sûr. Non, où il y a eu une super VF. C'est Halo, je pense. Non. Enfin, non, Halo, c'est. Voilà, Expédition Front 33. Voilà, tout le monde a parlé de la VF. Tout le monde a parlé de la VF. Tout le monde était heureux d'avoir cette VF. Et il faut que ça se passe comme ça à chaque sortie de jeu, quoi, tu vois. Pour que, du coup, Halo, ils se disent, merde, on va être obligé de prendre les voix françaises parce que sinon, on ne pourra pas faire autrement parce que sinon, on ne va pas les vendre. Surtout Et c'est chouette que. les voix en plus de Expédition 33 pour l'avoir rencontré, ils sont hyper contents, ils sont presque honorés d'avoir autant de reconnaissance du public. Mais bien sûr. L'année dernière à Japan Expo, la scène a été blindée, j'ai jamais vu autant de monde à la scène. Mais c'est chouette. Entière. C'est chouette. Et ils sont trop contents et justement, ils espèrent justement qu'il y a de plus en plus d'initiatives comme ça. Moi, j'ai joué dans un jeu vidéo qu'on va vous annoncer demain. Un jour trop tôt, dommage. Non, je crois qu'il est déjà annoncé. C'est Orbitals, où je fais un rôle où ça va vous amuser parce que c'est pas un rôle habituel que je fais. Et pareil, la VF est très mise en avant et ça fait plaisir. Tu te dis, enfin, il y a des gens qui ont compris quelque chose. Et ça va faire vendre, j'espère, le jeu parce que les gens auront plaisir à nous retrouver. Voilà. Je sais pas si. Oui, dis-moi. Je lève la main comme. Oui. Oui, le petit là devant. Oui. Justement, par rapport au collectif, je me pose une question parce que là, on a une position où nous, en tant que consommateurs, on a des moyens, des leviers en fait pour lutter contre. Tout à fait. Mais il y a aussi la situation des artistes en règle générale, qui est assez précaire en fait en soi. Parce que même pour un comédien ou un acteur qui commence sa carrière, il est en quête des premiers contrats et en fait c'est un peu couteau à la gorge. Si je refuse ce premier contrat, je suis d'accord. Donc, mais il y a des moments, il faut savoir dire non. Vraiment, je comprends, je comprends la difficulté. Mais si le jeune comédien, il dit oui pour pouvoir bouffer, demain il va plus bouffer. Parce que c'est l'IA qui va le bouffer, tu vois. Donc il faut vraiment pouvoir résister maintenant, aujourd'hui, pour que demain, tout le monde puisse travailler de son art, que ce soit les auteurs, les dessinateurs, les graphistes, toutes les sortes d'artistes. On ne remplace pas un artiste par de l'IA générative qui vole leur propre art, quoi, tu vois. On ne fait pas du sous Miyazaki, quoi. On demande à Miyazaki de faire un film et puis on va pas prendre ce qu'il a fait pour refaire quelque chose avec. C'est débile, quoi. Et puis voilà, puis laisser les futurs auteurs, artistes s'exprimer et proposer des choses qui vont nous éblouir. L'IA pourra jamais nous éblouir puisqu'elle ne fonctionne qu'avec ce à quoi on la nourrit. Elle est qu'en reproduction. Elle est que en reproduction. Donc voilà, on n'aura jamais de truc qui va nous surprendre en disant « Ah, ça on l'a jamais fait ». Ça n'existera plus, quoi. Donc on reverra toujours les mêmes choses qu'on aime. On nous donnera une sorte de béquet, de bouillie de trucs qu'on a aimés et puis on va nous servir, nous abreuver de ça, quoi. Et pour justement, on va sur l'IA quand même. On constate quand même qu'il y a un développement quand même sur les voix, etc. Est-ce que pour la suite de votre métier, parce que vous parlez aussi d'encadrer des jeunes, etc., de les former, est-ce que vous êtes craintif du fait que l'art du doublage se perd au fil des années ?
Normalement, non. J'espère que... De toute façon, il y a toujours besoin de création. Il y a beaucoup de créations françaises au niveau du dessin animé, ne serait-ce que. Tu vois ? Et puis, il faut se dire qu'on ne parle pas toutes les langues. Souvent, on parle l'anglais, mais on ne parle pas le moldovalaque, le chinois, tu vois, non, mais je ne sais pas, toi. Et il y a plein de langues qu'on ne connaît pas, où il y a des créateurs. Et donc, il y aura toujours besoin de doublage pour ces... Bon, qu'il y ait des gens bilingues, tant mieux. Mais on ait le choix aussi d'avoir une version française. Et puis aussi, les petits, les enfants, ils ne parlent pas plusieurs langues. Et c'est quand même agréable quand tu rentres de l'école de pouvoir te mettre dans un siège et puis de te laisser envahir par une production sans avoir à lire tous les sous-titres, tu vois. Voilà, et puis je parle aussi toujours au nom des gens qui sont différents, les autistes, les gens qui ne voient pas bien, les personnes âgées. Toi, quand tu es vieux, tu n'as pas du tout envie de voir les sous-titres. Et quand tu es comme moi je suis dyslexique, hein. Autant je lis toute la journée des bandes rythmo, autant lire des sous-titres, pour moi, c'est une galère, parce que c'est pas mon rythme, parce que ça me fatigue énormément, et donc, vive la VF, quoi. Ouais. Moi, j'avais du coup aussi une question sur le doublage. On sait qu'au Japon, les doubleurs ont un statut particulier. Oui. Est-ce que vous avez pu en rencontrer et échanger avec eux sur vos différentes méthodes de travail, votre statut, vos aspirations? Alors oui, moi j'ai rencontré, d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, il y a la fille qui se fait son autopub. Il y a une magnifique vidéo sur ma chaîne YouTube où je raconte ma rencontre avec mon homologue japonaise qui est Masako Nozawa, qui est une déesse au Japon. Et avec Masako, on a fait un doublage ensemble à Tokyo, où elle avait effectivement son petit bouquin, son livre, que j'ai récupéré, qui est dans mon bureau maintenant, et moi avec ma bande rythmo. Et on a vu comment l'une et l'autre on travaillait, et nous sommes beaucoup plus précis en France. Non mais eux ils travaillent le texte avant, et puis en fait ils mettent le texte à peu près approximativement sur l'image. Alors que nous, on est très précis avec la bande rythmo qui défile, parce qu'il y a quelqu'un qui a tout détecté, qui a tout validé avant, et le texte est très précisément calé sur ce qui se passe. Est-ce que le texte français est calé sur la voix japonaise? Parce que bien la voix sûr. japonaise, il n'y a pas de voix de référence. Oui, bien sûr, elle est calée sur la voix japonaise et sur l'image. Parce que la voix japonaise, si vous écoutez des versions japonaises, vous verrez que souvent, c'est pas synchrone. Parce que des fois, ils parlent dans le vide. Ou alors ça parle et il ne se passe rien. Alors que nous, en France, on va tout remplir. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un parler, tu vas lui faire dire quelque chose. Et c'est plus agréable à regarder, toi. Tu vois quelqu'un qui fait... S'il dit rien, c'est bizarre. Et pour nous, c'est bizarre. Hein. Pour les Japonais, apparemment, non. Mais j'allais demander justement, par rapport à la rencontre, elle commence à dater un peu, mais justement, est-ce que ça bouge entre-temps? Est-ce que vous avez des nouvelles justement des process d'aujourd'hui au Japon, s'ils sont inspirés de la France? Non, pas du tout, ils continuent de travailler comme ça au livret. Ouais. En fait, eux, ils répètent. Parce que justement, moi je pensais que ce décalage était fait pour entre guillemets, les adaptations multilingues. Même si le manga, l'anime, c'est un média japonais vraiment. Je pensais que c'était une adaptation internationale pour laisser un peu de marge pour les doubleurs de l'étranger. Et en fait, non, c'est simplement... Ah non, c'est leur façon de travailler. Ils font directement le texte avant les images. Tout à fait. Alors nous aussi, hein, en création de voix, par exemple, quand je fais Oui Oui, par exemple, ou Pipoudou pour les plus grands, j'ai on appelle ça des animatiques, tu vois. C'est des brouillons de dessins animés. Comme du storyboard. Comme un storyboard un petit peu animé, où on me donne un peu le rythme, et c'est moi qui vais donner le rythme avec mon jeu, ma voix, à mon personnage, et du coup, le réalisateur va adapter son dessin à ma voix. Et c'est vachement agréable pour un comédien. Parce que toi, si j'ai envie de rajouter des trucs, rire, pleurer, réagir, je peux rajouter tout ça au dessin du réalisateur. C'est chouette. Il y a encore plus de modularité. Il y a beaucoup de liberté. Voilà, c'est ça.
Après, c'est marrant aussi d'avoir un carcan. Tu sais, c'est un exercice de style, quoi. Quand tu as un dessin déjà fait, tu te dis, j'arrive pas à exprimer exactement ce qu'il dit dans la langue originale parce que il faudrait plus de temps en français. Parce que notre langue, elle est longue. Je crois qu'il faut 25% de plus qu'en Angleterre et 30 ou 50% de plus qu'au Japon, toi, pour dire la même chose. T'imagines le nombre de mots, donc tu es obligé de choisir les mots pour faire passer la même idée. C'est curieux le doublage pour ça. Finalement, la contrainte donne encore plus de liberté créative parce que justement la contrainte aide à la création. C'est ça, j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment des techniques extrêmement différentes. Et des fois, on part directement d'un texte. J'ai fait ça pour Lulu Vroumette, pour Bonne Nuit les Petits, par exemple. Oui, je partais d'un script. Et l'image a été faite après. Donc, ils se sont calés carrément sur moi. Ce que je jouais était... donc, c'est marrant aussi. Ouais, okay. Pour rester sur les doubleurs japonais, quand même au Japon, on peut voir que les doubleurs sont vraiment starifiés. C'est des stars. Comment vous expliquez cette différence entre la France et le Japon, justement, par rapport à la... Eux, c'est leur culture, et puis les seiyuu font beaucoup de choses. Ils font beaucoup de... Ils sont repris pour faire plein d'autres animés quand ils sont connus sur un animé. Ici, c'est bizarre, et c'est depuis peu. Les distributeurs veulent toujours du neuf. Donc, ce qui fait que une voix comme la mienne qui est connue, ils n'en veulent plus. Donc, maintenant, je dirige plus pour cette raison-là, parce que ils se disent ouais, mais c'est une voix qu'on a déjà entendue. Bah oui, on l'a déjà entendue, mais ça fait plaisir aux gens encore de l'entendre, quoi. Mais ils n'arrivent pas à se mettre ça dans la tête. C'est bizarre. Et puis, les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont pas déjà entendu, puisque ils n'ont rien entendu avant. Ils viennent juste de grandir. Donc, c'est des arguments bizarres qu'il n'y a pas au Japon. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je pense que c'est une question de voir le monde, quoi, différente. De voir les artistes, de dire un artiste, il exerce son art. Et puis on lui fout la paix. Et puis quand il est bon, on le laisse s'exprimer. Et puis voilà, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus envie. Masako Nozawa, à aucun moment on la remplacerait, quoi. À aucun moment on lui dirait « Oh non, vous êtes trop entendu, madame ». Au contraire, on va dire « Encore du Masako », quoi. Et quand elle est sur une nouvelle série, tout le monde va voir par curiosité. Et je suis sûre que ça se passerait comme ça ici. Si ils nous mettaient en avant, s'ils disaient « Tiens, la prochaine série, il y a machin, ça va vous faire plaisir », et les gens viendraient. Mais il n'y a pas ça. On n'est pas dans les médias. Les médias ne parlent pas des gens qui font les voix encore aujourd'hui. De plus en plus, ça commence à venir. Mais c'est grâce à des gens comme Donald Renew qui font son Twitch, ou moi avec ma chaîne YouTube. Mais toi, on est 3-4 à parler au public, quoi. Mais il n'y a pas tant que ça, finalement. Les distributeurs de films préfèrent mettre en avant souvent des chanteurs ou des acteurs qui viennent faire. C'est ça, des stars. Alors qu'on ne voit jamais marqué avec la voix de Brigitte Lecordier. Oui, c'est ça. C'est leur star à eux, mais leur star, c'est les stars de la télé que les gens d'aujourd'hui ne regardent même plus. Toi, ils sont un peu ringards, en fait, finalement. Non, mais c'est pas gentil ce que je dis, mais c'est un peu ça. Ils sont dépassés. Ouais, j'allais dire, ça change quand même, entre guillemets, grâce à notre génération, j'englobe pas mal d'âge. Ouais. Parce que justement, nous, on a grandi avec, on vous a, sans vouloir être starifié déjà, donc finalement, les plus jeunes générations vous connaissent déjà, et ça, déjà, ce que vous avez fait, et ce qui fait que ça fait déjà un premier pied, premier édifice de l'héritage que vous laissez, et du coup, c'est ce qui construit peut-être cette tarification en France, qui va peut-être grandir, c'est une demande qu'elle a grandi en France. Ouais, c'est ça, c'est possible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je travaille essentiellement avec les gens que j'ai fait grandir. Mais non, mais c'est vrai. Et toi, les Bobby Pills, c'est des gens qui ont grandi avec Dragon Ball quand ils étaient petits. Maintenant, ils sont créateurs, ils font des choses extraordinaires qui me font rire en plus. Et voilà, du coup, je suis sur les Cassos, je suis sur Pipoudou, on se file des coups de main sur Jim Queen, voilà. Et c'est génial. Et Petite Mort avec Davy Mourier,
qui s'est fait déchirer ses dessins de Dragon Ball quand il était petit, quand il était à l'école. À cause de moi, il a eu des mauvaises notes. Et maintenant, il a une belle bande dessinée et il a bien raison de la défendre. Et je suis heureuse de faire la voix de son petit personnage. Mais voilà, toi, les choses évoluent aussi. Et puis parfois, il faut du temps, effectivement. Peut-être il faudra plus de temps pour effectivement reconnaître un petit peu les comédiens qui font du doublage. Après, toi, on ne cherche pas non plus la reconnaissance à tout prix. Hein. C'est agréable d'être... Moi, ma plus belle reconnaissance, c'est d'être reconnu par le public et suivi par le public. C'est à chaque fois que je fais quelque chose, les gens sont là derrière. Toi, j'ouvre une chaîne YouTube, c'est la chaîne qui a explosé le plus vite en le moins de temps. Je fais une BD, les gens sont au stand de la BD. On fait un spectacle à Japan Expo, les gens sont là à 10h du matin. Tu dis, il va y avoir personne. Et ben non, la salle, elle est pleine. C'est quand même génial, quoi. J'ai beaucoup de chance de vous avoir tous. J'ai une question, T'arrêtes après, hein. Non, vas-y, je suis là pour ça. Vous êtes quand même très original, vous dirigez des gens, vous avez votre chaîne YouTube, etc. Justement, avec ces multicassettes, comment vous vous dites, je vais faire ce projet-là, justement? Alors, c'est parce que j'ai envie de le faire. Non, mais toi, quand on me propose un projet, je trouve que si je le trouve chouette, si je trouve que c'est... même si c'est quelque chose que j'aime pas moi, hein, si la personne le fait, qu'il est engagé dans ce qu'il fait, qu'il le fait bien professionnellement, il n'y a aucune raison que je lui dise non, tu vois, et que même si c'est pas ma culture, tu vois, je dis ah ben c'est marrant, je connais pas, mais la personne est enthousiaste et se donne les moyens de le faire bien, je vais l'aider s'il a besoin de moi, quoi. Et puis il y a des moments où on te propose un projet et puis tu es émerveillé par ce que tu lis ou par ce que tu vois, et là il n'y a aucune raison que tu n'y ailles pas, quoi. Et en général, les gens qui font appel à moi, ils connaissent mes goûts. Hein. Non mais c'est vrai. Ah, moi j'avais une question sur Pipoudou. Oui. Du coup, c'est quand même très différent de ce que vous faites d'habitude, en fait. Ah oui, parce que je m'appelle Pipoudou et j'aime bien chanter quand il fait beau. C'est ça. Et du coup, je voulais savoir comment vous aviez abordé ce projet. De façon hyper drôle et hyper sympa, en fait. Toute l'équipe des Bobby, on avait déjà bossé ensemble sur les cassos, et toi, c'est un peu déconnant, mais sans plus, quoi. Et puis, là, crée ce petit Pipoudou, et là, il a grandi avec moi, et comme tous d'ailleurs. Et puis, il m'appelle et me dit on aimerait te proposer un nouveau projet, etc. Puis moi, toujours enthousiaste, je fais, oh ouais, trop bien. Travailler avec eux, c'est tellement du bonheur. Et puis, dit ouais, mais avant, il faudrait que tu viennes faire une petite lecture, etc. Puis tu verras après, tous les mecs qui me calment. Ouais, d'accord, j'arrive. Oui, mais il faudra voir. Et puis, du coup, je dis, si vous voulez, je peux venir tout de suite. Oui, viens, oui. Et tout, ils m'attendaient tous dans la salle de lecture. Et puis, ils me font lire, c'était 5 fruits et légumes par jour. Ça doit être un des premiers, je pense. Et là, c'est mortel, quoi. Et alors tu le fais? Je fais, évidemment. Voilà. Et après, je leur ai demandé quand même, je leur ai dit, et si je vous avais dit non, vous aviez un plan B? Non. Vous avez confiance. Voilà. Et en fait, je comprends leur choix, tu vois, il leur fallait une petite voix un peu cute et tout ça. Et pour eux, la petite voix cute qu'ils avaient dans la tête, parce qu'ils ont grandi avec celle-là, c'est la petite voix de Lily, la petite voix des petits enfants mignons, quoi. C'est ça qu'on veut. Et c'est vrai que c'est tellement drôle. Ça aurait été dommage de ne pas le faire. Oui. Ça élargit l'horizon du public, on dirait. Là, il y a une nouvelle loi qui est passée au Mexique, je crois. Au Mexique, il y a une loi qui est passée. C'est un peu un truc comme ça. Qui interdit carrément l'usage de gaffe pour le doublage. Ça serait bien, hein. C'est très bien. En disant, ça serait légitime de se dire, on met une œuvre qui arrive en France, que ce soit la section on fait un doublage en France, dans un studio, avec des écoles français, qui parlent
notre langue émotionnelle. Ouais. Et puis c'est pas dur de faire une loi où dire un doublage c'est fait dans un studio avec des humains et J'allais demander, est-ce que ça pose pas souci vis-à-vis du cas particulier de la France? Parce que malheureusement, si les arguments sont pas assez convaincants pour faire passer en France une loi comme ça, ben, les distributeurs vont se regarder les rentabilités. c'est En tout ça. cas, autant aller chercher une VF en Belgique, une VF version québécoise. Malheureusement c'est un souvent peu ce qui se passe aujourd'hui. Souvent ce qui arrive, c'est souvent des versions québécoises sur des films. Et puis si la France n'accepte pas, entre guillemets, les lois Ouais. en vigueur. Ouais, mais il faut qu'on soit le petit village gaulois. Il faut continuer de l'être en disant bah non, on veut pas de ça, quoi. Et mais c'est vrai, hein. Aujourd'hui, on nous menace tout le temps. Toi, nos camarades belges, ils gagnent 2 à 3 fois moins que nous sur une même session de doublage. Donc, si tu dis non à l'IA, ou si on dit non à des conditions de travail qui sont pas toujours géniales, on dit t'es pas content? Va le faire en Belgique. Avant, c'était le Québec. Quand moi j'étais plus jeune, dans les années 80, t'es pas content? Va le faire au Québec. C'est encore le cas. Et puis, oui, un peu moins parce qu'il y a des. Avec le CNC, il y a des obligations de faire sur le territoire européen. Donc, quel territoire européen parle français? La Belgique. Il y a la Suisse, mais c'est plus cher. Donc voilà, on choisit. Et c'est toujours des critères de fric et des critères de. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on raisonne. On raisonne en artistique. C'est sur l'IA, sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'IA, la progression de l'IA. En fait, il y a aussi un truc de dire. Tu veux pas venir là? Il y a les micros, ils sont là. Ouais. Viens là, viens là. Faut que tu répètes tout ce que tu as dit depuis. J'ai tout retenu. Non, mais en gros, c'est vrai qu'il faut se dire qu'il faut faire un cadre aujourd'hui. C'est hyper urgent parce que justement, même si la technologie évolue et devient crédible, tu vois, ce ne sera jamais vraiment un vrai humain ou une vraie intelligence émotionnelle, quoi. Mais si ça devient assez crédible pour passer, il faut qu'il y ait déjà un cadre avant que ça arrive parce que il y a un problème éthique derrière, tu vois, ça peut être ok à regarder ou à écouter, mais est-ce qu'on a envie que ce qu'on écoute ou ce qu'on regarde, ça soit personne derrière? Il faut qu'il y ait des vraies émotions, quoi, tu vois, il y a un être humain qui raconte à d'autres êtres humains, et c'est comme ça que ça se transmet. Ouais. Et puis pour effectivement le côté cognitif de l'enfant, le médecin me disait tout à l'heure qu'un enfant, quand il apprend, c'est parce qu'il a regardé quelqu'un et puis qu'il fait pareil et puis qu'il comprend ce que dans ton regard, ce que toi tu transparais, quoi. Et quand bien même ça sera à la hauteur, en fait, il faudrait qu'il y ait cette transmission d'œil à œil et de voix à oreille qui se fasse. Plus que ça, c'est tout bête, mais on a entendu votre voix millions de fois. Et rien que là, l'entendre dans la même pièce, c'est pas la même chose. Et bah oui, pas évidemment. La même chose. Rien que ce sentiment-là, c'est indiscutible, c'est impossible à reproduire numériquement. Bien sûr. Il y a des gens qui arrivent, tu ouvres la bouche, tu dis un truc, tu dis bonjour, et puis hop, ils ont les larmes aux yeux. Ça, c'est. Je cache mes bras. Mais tu vois, mais en fait, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure à la. Oh non, je veux pas te faire pleurer. Ce que je disais tout à l'heure à la médecin qui est venue te voir en dédicace, c'est qui parlait justement du problème avec les enfants, le développement cognitif, etc. Je disais, moi, j'ai l'impression que la voix, c'est l'âme, quoi. Tu peux pas. Une âme synthétique, c'est pas possible, tu vois. Il faut que ça reste. Humain, biologique, imparfait. Mais... Non, ma voix elle est parfaite. Oui, pardon. Non, c'est pas vrai, j'ai un souffle sur la langue. Non, mais tu vois, c'est toutes ces petites imperfections et ces trucs de jeu de, je sais pas. Oui, mais tout à fait, nos bien vécus sûr. qui font que ça transmet quelque chose, quoi. Ah, bien sûr. Puis on n'a pas tous la même façon de jouer. Un robot, il va dire telle émotion c'est comme ça, que ça se joue et il va jouer l'émotion comme ça, quoi. Et puis tu vois, aujourd'hui dans les contrats aussi, ce pour quoi on se bat, pour les clauses qui nous protègent, qu'on veut, c'est en fait le danger, c'est les voix non reconnaissables. Parce que tu vois, on va prendre la voix de tout ce qu'on a fait depuis que j'ai 4 ans, toi depuis t'as 4 ans. Non, enfin pas 4 ans. On va prendre tout ce que tu as fait et puis on va faire un mix de tout et puis on va faire une voix non reconnaissable avec. Mais s'il n'y a aucune traçabilité derrière, si on ne sait pas quelle voix on a pris, de qui, de comment, d'où ça vient, etc., ben, une voix non reconnaissable, ils pourront dire non,
peut utiliser votre voix pour faire ça. Regardez, c'est pas votre voix. Bah oui, elle Parce que- ressemble pas. Parce que tu vois, ils vont pas s'amuser à prendre la voix de Brigitte pour faire un truc, parce qu'ils savent que s'ils volent ta voix, on a quand même des recours. C'est chiant, parce Ouais. qu'il faut des avocats, des experts qui constatent, des huissiers, des machins, des trucs, mais on finit par peut-être avoir gain de cause. Le danger, c'est vraiment au niveau des voix non reconnaissables. Et c'est ces clauses-là qu'on veut ajouter dans tous nos contrats systématiquement, et que ce soit la règle, c'est qu'on dise, ce qu'on enregistre là pour ce produit, c'est pas utilisé pour entraîner une IA qui pourra faire des voix synthétiques non reconnaissables Ouais, c'est ça. avec ça. Et quand il y a des voix synthétiques, dire qu'est-ce que vous avez utilisé pour faire cette voix? C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité. Vous avez utilisé la voix de machin, de truc, de bidule. Forcément, il y a des humains derrière. Il y a eu, à un moment donné, des humains derrière. Donc, qu'est-ce que vous avez volé pour faire ce qu'on entend là? Et ça, il faudrait vraiment l'avoir, quoi, systématiquement. Est-ce que je peux embrayer peut-être? Vas-y, j'avais une dernière question, mais ça peut Vas-y, c'est Non, ça peut plus. parce que j'allais relever justement sur ça, parce que limite, est-ce que vous ne regrettez pas limite le temps où il y a quelques années on faisait des montages YouTube avec d'autres voix? Mais si, j'adorais les YouTube. Ben voilà, Mais ça, c'est du vrai travail. Et puis, j'ai toujours rigolé avec ça. Et quand, d'ailleurs, ouais, c'est ça, quand ils m'envoyaient leur truc, moi, vraiment, j'ai toujours pris ça très très bien parce que je trouve ça drôle. Et puis, quel boulot pour faire ça, quoi. Tu vois? Et puis on voit que c'est faux. Et, Tu sais que c'est faux. et ils n'ont jamais dit, c'est Brigitte qui a dit. Au contraire. On utilise les vrais extraits de voix, Ouais. mais on fait juste des cuts. C'est du montage, C'est des cuts et des bien sûr. montages, c'est pas la même chose que moi j'ai Bien sûr. C'est comme des remixes. Mais au moins, c'est drôle. Ouais, le but, c'est que ce soit drôle. Alors que l'IA, c'est pas drôle. C'est vrai que sur l'IA, il y a un problème. Beaucoup de personnes disent que pour l'émotion de l'humour, c'est compliqué avec l'IA. Mais bon, après, j'ai envie de dire, la nature de notre langue, elle nous protège aussi un petit peu, parce qu'en anglais, c'est beaucoup plus facile de faire une IA qui est crédible. En France, il y a beaucoup plus, en français, il y a beaucoup plus de mots, d'expressions. Tu vois, quand on parle, c'est beaucoup plus chaotique que une langue anglo-saxonne, quoi. Donc ça rend un peu plus difficile de faire quelque chose de crédible. Mais ça arrivera peut-être. Donc il faut se prémunir avant, il faut se protéger. Justement, on parlait un peu d'argent. Moi, je fais un peu de voix off. Je reçois des projets de temps en temps Ça m'étonne pas. pour entraîner l'IA, en fait. Des amis. Pour enregistrer des mots, des phrases. Tu as plein d'amis. Ouais, sur les- Et le problème, c'est que c'est super bien payé. Oui, mais sur Est-ce qu'il y a pas un moyen à la LinkedIn, il y a des source trucs. d'intervention, C'est sûr. Ouais, c'est ça. Et, Après, c'est à la responsabilité de chacun, tu vois. C'est tu fais ça maintenant, dans 2 ans, tu fais plus ça. Ouais. J'ai pas fait. Oui, non, mais je sais, mais tu vois, c'est vrai. Non, mais qu'on voit c'est traiter- dingue. Hein. Ouais. Il y en a plein. Sur Quand je vois les LinkedIn, quand je vois les tarifs, Moi, c'est pareil, je suis traductrice. Ah. donc, Ah ben, c'est terrible. Alors, vous prenez encore plus cher que nous parce que c'est déjà. Non, moi, moi, je j'ai fini. pareil dans 2 ans. Mais Ouais. du coup, justement, on essaie de s'unir avec tous les métiers du doublage. Tu vois, il y a l'ATA, que tu connais, l'UPAD, etc., les trucs de traducteurs, d'adaptateurs, etc. Le SFA, le syndicat français des artistes, l'association Les Voix. On essaie de regrouper un peu pour essayer d'avoir du poids, tu vois, et puis de pouvoir rencontrer les autorités, les institutions. Ouais, c'est ça. Et on rencontre les gens, ils nous comprennent, ils sont renseignés. Et pour l'instant, il y a un peu d'inertie et en même temps, il y a des choses qui, on espère, se feront. Mais... Ouais. Et, il est question d'un colloque, justement, à la rentrée, fin septembre, début octobre, et qui regrouperait un peu tous les métiers artistiques touchés par l'IA. Ça serait bien qu'on y soit tous, quoi. Ouais. Renseignez-vous. Effectivement, il y a beaucoup Même les journalistes, hein, tous ces métiers-là vont être impactés, quoi. Mais voilà, donc il faut se battre du coup à l'Europe, au Sénat, à l'Assemblée, auprès de l'Élysée, au ministère, et machin. Et puis bon, il y a un moment où... Le même jusqu'au cadre. Ouais, c'est ça. Ah, mais ouais, bien sûr, etc. tout à Parce que fait. tu vois, même Tout à fait. chaque pan de là, ce que je viens de dire, c'est vrai que ça va faire des lois qui limitent certaines choses, mais tu vois, si on limite le jeu vidéo, les plateformes, elles pourront quand même continuer à entraîner des choses. Si on limite le cinéma qui arrive, enfin ce qui est diffusé dans les cinémas, par exemple via le CNC, tu auras quand même les plateformes qui peuvent faire comme elles veulent. Donc si les plateformes décident d'être éthiques
tant mieux, mais si elles veulent ne pas l'être, Pour l'instant, elles ne le sont pas. pour l'instant, Il y en a déjà des sous-titres sur Disney+, ce genre de choses. ouais, c'est ça. Il y a eu des petits problèmes magique, sur quoi. Crunchy, il y a eu YouTube, Crunchyroll. il y a eu La liste est longue. voilà, il y a eu des Là, en ce moment, c'est Ouais. c'est sur scandaleux. Prime, il y a des choses comme ça. Il y en a qui essayent de s'opposer un peu à ça. Je sais pas, Netflix, etc. Ils essaient d'avoir un discours un peu différent, mais bon, voilà, c'est difficile, quoi, parce qu'il y a l'argent derrière et il y en a qui voient que par ça. Donc, mais c'est pour ça qu'il y a des lois, quoi. C'est pour justement qu'on se fasse pas écraser par l'argent. Donc, faisons ça, quoi. Dehors. Je vais devoir y aller, je suis désolée, j'ai une interview. Non, pas de soucis. Oui, t'as posé toutes les questions que tu voulais. Tout est bon. Ouais. Merci beaucoup. Belle journée à toi. Merci à vous aussi. Et bonne Japan Expo. Et vous avez d'autres questions? Moi, il y avait une dernière question. Oui, dis-moi. Si. Ça commence à bien faire, j'ai dit. Hein. Tu sais ce que j'ai appris. Dis-moi. Bah, du coup, vraiment pour conclure, justement pour faire une transition avec l'IA et l'héritage, gérer des personnes, diriger des doubleurs, justement, il y a une personne qui voudrait se lancer dans le doublage. Oui. Vous donnerez quoi comme conseil, justement? D'arrêter ça tout de suite. Non. non, c'est pas vrai. Je dirais, prends des cours de théâtre. Déjà, il faut être comédien. Vraiment, c'est pas. Il y a plein de gens qui pensent que c'est juste de la voix. Si tu as une belle voix, tu peux faire du doublage. Faut démystifier ça. C'est pas vrai. D'abord, moi, j'ai pas une belle voix. Et il faut vraiment être comédien. Il faut savoir tout jouer. Le matin, on arrive à 9h. Tu tombes sur un film, tu sais pas ce que tu vas faire. Si c'est un film, si c'est un dessin animé, si tu vas faire une fille, un homme, une mouche ou un canard. Et on te dit, ben voilà, il se passe ça et il faut y aller directement et le temps c'est de l'argent dans le cinéma. Voilà. Donc il faut être hyper performant dans le jeu. Une fois que tu sais jouer. Et tu vois, l'exemple le plus frappant, c'est ce que tu dis de temps en temps, mais c'est que c'est vrai que si tu te retrouves à faire la voix de Leonardo DiCaprio sur un film, tu dois le doubler. Leonardo DiCaprio, il s'est préparé pendant 2 ans à son film. Ils ont eu un tournage de 1 an. Ils ont fait les scènes 30 fois parfois en une journée, etc. Ils ont répété et tout. Nous, on arrive, on découvre le film, on découvre la scène, on la regarde une fois. Il faut être au niveau. Oui, c'est ça. Tout à froid. Mais oui, c'est tout à froid. Donc il faut être hyper performant, immédiatement. Alors c'est marrant, c'est un super exercice pour un comédien. Ça fait, c'est vrai que les gens qui font du doublage sont très habiles quand on va bosser ailleurs sur un tournage ou à la radio. Oh la vache, t'as compris vite. Tu dis bah oui, mais de toute façon on est obligé de comprendre vite. On est dans l'instantané. Oui, on est tout le temps. Et puis après, le chemin le plus difficile, c'est celui d'aller se vendre. C'est-à-dire, il faut aller dans les studios et puis dire, ben voilà, je suis comédien, j'aimerais faire du doublage. Et puis, alors pour ça, il faut inviter les directeurs artistiques à venir te voir jouer au théâtre, quand tu joues au théâtre. Sachant que sur 10 invitations, il n'y en a pas un qui viendra te voir. Ou s'il y en a un, c'est peut-être pas celui-là qui va te faire travailler. Mais il faut continuer. Il faut être opiniâtre. Savoir se vendre, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un artiste. Mais pour tous les artistes. Et aller assister aux sessions. Mais on est dans un nouveau monde où il y a aujourd'hui les Netflix et qui te disent c'est confidentiel, personne ne peut entrer sur le plateau. Tu dis mais comment il fait le jeune qui veut débuter s'il ne veut pas entrer sur le plateau? Ben, il ne peut pas. Et puis de temps en temps on dit pas de problème. Tu dis ah ben venez les gars, tu vois. Mais du coup le jeune comédien il a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours avant de pouvoir entrer sur un plateau, tu vois. Donc il faut vraiment savoir que c'est pas fastoche, mais que si on a envie, c'est vraiment un métier extraordinaire. Voilà. Donc je dis si on en a envie, il faut le faire. Mais c'est extrêmement difficile d'être un artiste, mais quelle que soit la discipline que tu fais. Quelle que soit. Le plus dur, c'est de se vendre. Hein, c'est vrai. D'accord. Moi, j'avais encore des questions. Franchement, vas-y. J'ai attendu mon heure. Vous avez doublé de nombreux personnages, mais lequel vous a permis de mieux exprimer votre personnalité? Je te laisse. Le mieux,
En fait, je crois que j'ai exprimé ma personnalité un petit peu dans tous mes personnages. Parce que quand tu doubles un personnage, en fait, tu lui donnes toujours un petit peu de toi-même. Après, il y a un personnage comme Allô, c'est Ninou, comme le petit Ninou. Le petit Ninou, c'est moi qui l'ai créé, donc je crois que j'y ai mis toute mon âme, quoi. Je sais pas si vous connaissez, c'est sur ma chaîne YouTube. C'est des canulars téléphoniques que j'ai fait avec ma voix d'enfant. Et vraiment, Ninou, Ninou, c'est moi. Voilà. C'est Bribri aussi. Ouais. J'avais donc une autre question, c'était sur quels sont les points communs et les différences entre le doublage de personnages animés et d'acteurs étrangers, hein. Alors, la différence entre l'animation et le doublage d'un acteur en live, en fait, l'acteur en live, c'est assez chouette parce qu'en fait, si tu doubles une personne qui est proche de tes émotions et proche de ton caractère, en fait, tu as juste à regarder, à l'écouter et à regarder dans ses yeux, hein, dans sa façon de parler et tout ça, de s'exprimer. Et en fait, tu vas carrément entrer dedans et tu vas l'incarner et tu vas être très proche de lui. En dessin animé, t'as pas ça. En dessin animé, t'as un dessin. Et le dessin, en fait, c'est chouette, mais c'est froid. Et t'as pas ces petits regards qui vont t'aider du comédien. T'as pas les petites mimiques, t'as pas les petits défauts de prononciation, etc. Donc, en animation, il va falloir que tu donnes un peu plus d'énergie pour rentrer vraiment dans le dessin, pour faire croire que le dessin, il vit, quoi. Et c'est ton énergie qui va donner la vie à un animé. Et plus tu vas l'habiter, et plus l'animé va être entendable, écoutable par les autres autour de toi. C'est pas la même énergie, en fait. Mais c'est extrêmement similaire, hein, malgré tout. D'accord. Et du coup, j'ai ma dernière question qui est un peu plus légère, on va dire. Vous pouvez incarner un grand nombre de voix différentes et en particulier, vous êtes très apprécié pour les voix enfantines. Oui. Tant de filles que de garçons. Et comment vous avez fait pour préserver cette voix tout au long des années, en fait? Est-ce qu'il y a un travail spécifique? J'ai chanté de l'opéra. Non, pas du tout. Eh bien, je ne sais pas. C'est merci papa, maman. Il y a une génétique extraordinaire qui m'a donné une voix un peu magique. Il n'y a pas que le nuage qui est magique. Et je ne sais pas comment on garde une voix, mais en fait, j'ai l'impression que les voix, elles ne s'usent pas. Sauf si tu clopes, ou que tu bois, ou que tu as une vie un peu fatigante, ou autre, que tu n'arrives pas à dormir et tout. Mais j'ai l'impression que les voix, elles ne bougent pas. J'ai une expérience comme ça. Je devais diriger un court-métrage dans lequel, en fait, tous les personnages des dessins animés de Disney se retrouvaient dans une maison de retraite. Et en fait, du coup, tu avais le méchant loup qui était avec le petit chaperon rouge, avec Blanche-Neige, tu avais les sept nains, tu avais la sorcière qui était là, etc. Donc tout le monde cohabitait dans cette maison de retraite. Et on me dit, on va prendre des comédiens qui peuvent faire des personnes âgées. Et je dis, mais non, les comédiens qui ont joué dans ces animés-là, aujourd'hui, ils ont 70, 80, 90 ans. On va leur demander s'ils ont envie de venir faire leur voix. Et là, je suis tombée sur Lucie Dolène qui faisait Blanche-Neige. Avec, tu sais, un jour, mon prince viendra. Qui avait une voix, mais tellement claire, tellement magnifique. Et petite Lulu, elle arrive. Je crois qu'elle avait 80, 85 ans. Et puis je lui dis, tu vois, c'est Blanche-Neige qui est à la maison de retraite. Et elle commence à parler. Et je fais, mais ça va pas du tout, Lulu. C'est une vieille dame. Elle dit, mais moi aussi j'ai une vieille dame. Oui, sauf que t'as la voix de Blanche-Neige. Excuse-moi, mais ça va pas du tout. Et du coup, elle a dû faire la vieille. Elle a dû jouer la vieille, tu vois. Et j'ai dit, voilà. Et c'est vrai que c'était incroyable. Hein. Et la seule différence qu'il y avait avec sa voix, c'était la respiration. Toi, elle pouvait plus faire des phrases aussi longues que ce qu'elle faisait quand elle était plus jeune. Mais il fallait vraiment lui écrire des grandes phrases. Mais le reste, c'était vraiment exactement le même timbre, la même voix. C'est dingue. Et je pense que la voix, elle ne s'altère pas avec les années. C'est peut-être un truc qu'on garde, nous,
À voir, je vous dirai ça dans 20 ans. On se retrouve là dans 20 ans. Au revoir. Non, mais c'est vrai. Après, je pense qu'elle se travaille, tu sais, en travaillant tous les jours. Hein. Moi, je travaille à la radio, je travaille sur les animés et tout ça, tout le temps. Donc, la voix, elle s'entretient aussi comme ça, sans vraiment faire d'exercice. D'accord. Une bonne hygiène de vie, une bonne génétique. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que la génétique, elle y est pour beaucoup. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. T'as plus de questions? Oh, je suis déçue. Gros bisous à vous, merci.